On entend parler d'économie tous les jours dans les médias, mais qui tire vraiment les ficelles? Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne enfin parfaitement clair. On va commencer par la question de base, celle qui explique tout le reste. Pourquoi est-ce que l'économie fait le yo-yo? Pourquoi ces phases de croissance euphorique suivies de périodes beaucoup plus difficiles? En fait, il faut voir l'économie un peu comme les 4 saisons. Il y a l'expansion, c'est le printemps et l'été. Tout pousse. Puis vient la crise, le point de bascule. Ensuite, la récession, c'est l'automne, l'activité ralentit. Et enfin, la reprise, le moment où tout repart. Et le rôle des gouvernements, eh bien, c'est d'essayer de naviguer au mieux dans ces cycles. Du coup, la politique économique, c'est la boîte à outils que l'État utilise pour que les vagues soient moins fortes. L'idée, ce n'est pas d'avoir une mer complètement plate, ça c'est mission impossible. Non, le but, c'est plutôt d'éviter que la petite houle ne se transforme en un véritable tsunami et de garder le cap vers la prospérité. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse boîte à outils? On peut classer les instruments en deux grandes familles qui ne jouent pas du tout sur le même calendrier. On a d'un côté ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles. Pensez-y comme un pansement qu'on met sur une blessure pour gérer l'urgence. Et de l'autre côté, on a les politiques structurelles. Et là, on ne rigole plus, on construit les fondations de la maison pour qu'elle soit solide pour des décennies. C'est un travail de longue haleine. Ok, faisons un zoom sur ces outils de court terme. Comment l'État peut-il jouer les pompiers de service pour l'économie quand ça chauffe, ou au contraire quand ça gèle? Le premier outil, c'est la politique budgétaire, autrement dit le portefeuille de l'État. Si l'économie est à l'arrêt, le gouvernement peut décider de dépenser plus, par exemple en lançant de grands travaux. Ça, c'est une politique de relance. À l'inverse, si l'économie s'emballe et que les prix flambent, il peut freiner en augmentant les impôts. Ça, c'est la rigueur. Le deuxième outil, c'est la politique monétaire. Imaginez-la comme le thermostat de l'économie. Sauf que ce n'est pas le gouvernement qui le contrôle, mais la banque centrale. Quand elle baisse les taux d'intérêt, l'argent coûte moins cher. Ça incite à emprunter, à investir, à consommer. Bref, ça chauffe l'économie. Si elles augmentent, ça la refroidit. Alors, quand on utilise ces outils, c'est pour atteindre quel but? Eh bien, il y en a 4 principaux. Avoir un maximum de croissance, le plein emploi, des prix stables et un bon équilibre commercial. Le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle le carré magique, parce qu'atteindre les 4 objectifs en même temps, c'est quasiment impossible. Par exemple, en poussant la croissance, on prend souvent le risque de faire grimper l'inflation. C'est un vrai casse-tête. Bon, on a vu les interventions d'urgence. Mais il y a une toute autre approche, avec une vision beaucoup plus long-termiste. Les politiques qui veulent transformer l'économie en profondeur. Là, on oublie les pansements. Si la politique de court terme, c'est réparer une petite fuite d'eau, la politique structurelle, c'est carrément refaire toute la plomberie de la maison. On parle de réformer le marché du travail, d'investir massivement dans la recherche et l'innovation. Ce sont des actions dont on ne voit pas les effets tout de suite, mais qui préparent l'économie de demain. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Surtout pour les pays européens. Parce qu'un acteur majeur vient s'asseoir à la table et change pas mal de règles du jeu. C'est l'Union européenne. Pour que tout le monde avance à peu près dans la même direction, l'Union a mis en place un cadre. Ça s'appelle le pacte de stabilité et de croissance et ça fixe des règles budgétaires que tous les membres doivent essayer de respecter. Première règle d'or, le fameux déficit à 3%. C'est simple, c'est comme un découvert autorisé pour un pays. Chaque année, un État n'a pas le droit de dépenser plus de 3% de plus que ce qu'il a gagné. Et la deuxième règle d'or, elle concerne la dette totale, celle qu'on a accumulée au fil des ans. Elle ne doit pas dépasser 60% de la richesse produite par le pays en une année. L'idée, c'est d'éviter qu'un pays se retrouve avec une montagne de dettes impossible à rembourser. Mais le changement le plus spectaculaire, pour les pays de la zone euro, c'est la perte d'un de leurs outils les plus puissants. Pour le dire simplement, la politique monétaire n'est plus du tout une affaire nationale. Exactement. Ce n'est plus Paris, Rome ou Berlin qui décident de monter ou de baisser les taux d'intérêt. Non, cette décision est prise pour tout le monde au même endroit, par une seule institution, la Banque centrale européenne, la BCE, qui se trouve à Francfort. Et c'est là qu'on touche au cœur du défi européen. Comment trouver une politique monétaire taille unique qui convienne à des économies si différentes? C'est un peu comme régler le chauffage central pour toute une maison, alors que dans une pièce quelqu'un a trop chaud et dans l'autre quelqu'un grêlote. Une décision qui est bonne pour un pays en pleine croissance peut être très pénalisante pour un autre en récession. Et ça nous amène à la question finale, le vrai dilemme européen. Faut-il aller vers toujours plus de coordination, quitte à ce que chaque pays perde de sa marge de manœuvre, ou faut-il préserver la souveraineté de chaque État au risque de fragiliser l'ensemble? La recherche permanente de cet équilibre délicat, c'est peut-être ça, finalement, la grande histoire de la politique économique en Europe.